Tu peux te présenter à nous? Eh bien, bonjour Laurine, je vais très bien. Je m'appelle Lise Suarez, je suis actuellement en master direction artistique, donc en alternance avec l'établissement français du sang, dans le service communication. Tu as pu le voir, mon parcours, il n'a rien de linéaire, effectivement. C'est justement ce qui fait ma force aujourd'hui et ce qui m'a fait remporter des entretiens par rapport à des licences qui étaient très linéaires. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Dans le système scolaire, je n'étais pas l'élève idéal. J'étais considérée comme une mauvaise élève parce que j'avais une moyenne de 9, en commençant par le bac général littéraire. Et beaucoup d'enseignants avaient des frayeurs vis-à-vis de mon avenir pour plus tard, parce que j'entrais pas forcément dans le cadre du modèle scolaire classique. Et ça m'a souvent été renvoyé. Donc, quand on grandit dans cet environnement, on vous répète subtilement dans ta tête, tu n'y arriveras pas. Et ça marque. Donc, au lieu de m'éteindre, j'ai donné une forme de résistance et une envie de prouver la valeur que personne ne mesure à ma moyenne. Donc, vu que ce système il ne me correspondait pas, je me suis dit, je vais trouver mes solutions moi-même. Et c'est pour ça que je suis rentrée en CAP signalétique et décor graphique. Donc là, ça a été un tournant, parce que pour la première fois, j'ai trouvé un cadre qui valorisait faire, créer, tester et oser, parce que c'est pas tout de faire, mais il faut oser aussi dans la vie. Donc là, j'ai pu mettre la main et mes yeux, mon intuition aussi, on va dire, au service de projets concrets, parce que j'avais quand même, je partais d'une base déjà, une passion pour tout ce qui est artistique, mais je voulais être proactive aussi, donc c'est pour ça que j'étais partie en CAP cinétique. Donc, premier challenge, parce que j'étais dans une classe où j'étais la plus vieille. Donc, il a fallu m'adapter aussi aux personnes autour de moi, aux cours et à certains formats que je n'avais jamais vus. Donc, j'ai découvert une passion, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une passion réelle pour la création visuelle, pour la matière, et aussi pour la narration par l'image, parce que la signalétique, on raconte des choses. C'est une sorte de communication traditionnelle, parce qu'on était appelé avant peintre en lettres. Donc, c'est assez philosophique comme métier. Et cette passion, je ne l'ai plus jamais lâchée. Je l'ai gardée bien ancrée. Je pense qu'on la ressentait parce que ma mère, elle me soutenait beaucoup. Et d'ailleurs, je la remercie vivement parce que j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs à Angers. Je me levais à 5h du matin pour prendre mon train, aller à Nantes et pouvoir faire mes études là-bas, puis travailler sur Angers. Je pense que ça a été le tremplin dans ma vie active, parce qu'en étant en alternance, certes, on est étudiant, mais on est aussi des professionnels. Donc, suite à ça, ça m'a réveillée, en fait. Donc ensuite, j'ai participé à des concours. J'ai gagné des médailles, meilleure apprentie de France. Après, par la suite, quand je suis rentrée en bachelor, j'ai fait des concours en création de films. Je filme mon métier. J'ai été nominée, je suis allée au Grand Rex à Paris avec mon tuteur. Ça, c'était purement à titre personnel parce que je suis quelqu'un de passionnel et je voulais présenter mon métier. Qu'est-ce que la communication aux futurs étudiants, aux futurs jeunes de 16 ans, parce que la cible, c'était principalement eux. Donc là, je les ai expliqués en étant dans les locaux de la Poste. Donc, j'ai reconnu quelque chose en moi à partir de ça quand tout a été fait. J'ai commencé à me construire une confiance solide, pas basée sur un bulletin scolaire en tout cas, mais sur des compétences, des efforts et un engagement. Parce que c'est ce qui est important, d'être engagé et surtout d'avancer. Donc, j'ai jamais cessé d'évoluer, que ce soit graphisme, communication interne, design digital, UX, branding, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, je suis en direction artistique. J'ai réuni tout ce que j'aime, la stratégie, parce qu'il y a du marketing, la créativité
et une dimension humaine qui pourrait rejoindre mon petit BTS RH que j'ai fait entre-temps. Et une vraie passion au final, parce que même quand je faisais mon BTS RH, mes collègues ils m'ont dit: «Mais Lise, qu'est-ce que tu fais là à faire de la gestion de personnel? Pourquoi tu gères ça? Tu es quelqu'un de solaire, de créative». Parce que même quand je travaillais, j'étais sur Nantes, mon alternance, je faisais les petites bannières et des affiches pour des événements en interne et ils se sont dit: «Mais c'est pas fait pour toi ça». C'est juste que pendant cette période-là, en fait, je me cherchais et surtout je pouvais plus faire un métier qui était, comment dire? Physique, parce que j'ai aussi des problèmes de santé qui annexes. Donc j'ai voulu tester les RH. Ça m'a plu, mais c'était pas assez, ça, ça utilisait pas ma créativité et surtout mon moi intérieur, parce que je suis quelqu'un de très vivante là-dessus. Donc à côté de mon parcours pro, je suis une passionnée de lecture. Je mange les livres, je les dévore même. Un livre de 400 pages, je le fais même, allez, sans déconner, 2 jours. Donc je dévore littéralement les livres, je fais du dessin traditionnel. Avec un bon crayon HB, je fais des formats A3, hyper réalisme. Ça me fait du bien parce que c'est des sessions de 3 heures. Malgré ma journée de travail, je me pose sur ma table de salon et là, je travaille pendant 3 heures sur une feuille A3 et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'avoir une passion et arrêter de faire métro boulot dodo. Donc avec ça, j'ai la photographie forcément, un peu logique avec mon métier de communication interne, parce que j'en fais beaucoup dans mon métier. Et je suis extrêmement éclectique dans mes goûts musicaux, donc je peux très bien partir sur de la Ludovico Einaudi, qui est un auteur-compositeur très connu, AC/DC, du métal, voilà. Donc le profil est un peu cliché d'un bac littéraire, on va dire, qui aime beaucoup les arts, les arts. Et du coup, cette diversité, elle me nourrit beaucoup parce que c'est cette créativité, ce regard et cette sensibilité au final qui m'a rendue là où je suis. Et je suis quelqu'un qui absorbe les émotions. Et je trouve que c'est très important, même dans les métiers de nos jours, de comprendre ton prochain et les ambiances. Parce que c'est pas que des paroles, il y a aussi les choses qui se passent autour de soi, les esthétiques. Et dans le milieu professionnel, je les transforme en projet. Donc ça, c'est vraiment un plus que j'essaie d'avoir au niveau de ma personnalité et que j'utilise. Ça peut être un frein parce que parfois, j'ai pas le pied à terre et être trop sensible, ça peut être un défaut. Donc voilà globalement ce que je peux dire sur moi. Ok, c'est hyper complet et c'est chouette. J'ai noté plein de petites questions à te poser pour la suite. Ça marche. Je voudrais revenir sur tes années lycée où tu me disais que tu étais plutôt une élève moyenne, tu avais environ 9 et qu'est-ce qui... Alors, j'imagine tout à fait le discours des profs qui est un peu alarmant, te disant qu'en fait, tu peux sûrement pas faire des études dans le supérieur ou peut-être pas tout ce que tu avais envisagé. Avant de partir en CAP signalétique, tu avais quoi comme idée? Qu'est-ce que tu voulais faire et que tu ne t'es pas permis de faire peut-être? Alors, je voulais partir en DUT pour faire des études d'édition du livre, parce que forcément, cette passion du livre, je voulais la pratiquer aussi dans le domaine professionnel. Mais c'était un DUT qui était à La Roche-sur-Yon et malheureusement, sur dossier Parcoursup. Et Parcoursup, on va dire que c'est l'antagoniste de tous les étudiants. Donc, j'ai décidé de trouver ma voie moi-même. Donc, j'ai cherché des écoles et je leur ai demandé un dossier d'inscription. C'est là que j'ai trouvé Graphipolis à Nantes. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal d'avoir une casquette technicienne. Parce que dans ma famille, il y a beaucoup de techniciens, que ce soit dans la mécanique ou alors techniciens itinérants en France. Donc, voilà, j'aurais aimé. Je pense que maintenant, je ne sais pas si je pourrais. De toute manière, j'arrête ma carrière à mon master. Là. À 25 ans, c'est bon, il faut arrêter. Mais j'aurais vraiment voulu faire ce DUT parce que je pense que ça aurait été une arme pour plus tard et j'aurais pu rebondir après sur un bachelor en design.
c'est pas grave, au moins j'aurai les notions marketing et de vente et grosso modo de l'édition du livre. Mais bon, mes notes ça suffisaient pas, le bulletin. Malgré que j'avais des commentaires qui disaient que Lise était motivée, voilà, elle allait à fond. J'arrivais jamais, c'était dur. J'ai eu mon bac, c'était une grosse prouesse d'ailleurs, mais c'était pas suffisant pour l'éducation nationale et ça, je trouve ça horrible. Je comprends tout à fait. D'où est venue cette passion pour l'art? Parce que toute jeune, bon, tu as fait un bac littéraire, mais est-ce que tu avais déjà une option, par exemple, histoire de l'art? Est-ce que tu pratiquais le dessin? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, ce CAP, ça, c'est pour moi? Et parce qu'il faut quand même avoir confiance en soi pour partir dans une filière dans laquelle il va falloir faire. Il faut quand même quelques compétences, quoi. Oui, c'est vrai. Eh bien, je pense que c'est dans la personnalité aussi, parce que mon père, il est peintre, enfin, de hobby. Et cette sensibilité, il me l'a transmise. Et sur les 3 enfants dans ma famille, j'étais toujours celle qui demandait des crayons à Noël. Donc, après, cette valeur, cet intérêt artistique, je l'ai développé au fur des années quand j'ai découvert d'autres hobbies en rapport, que ce soit la photographie, la peinture, la lecture. Et même me promener dans un parc et voir, oh, cette petite fleur, elle est très jolie, j'ai envie de la prendre en photo. Mais c'est vrai que je l'ai développé assez rapidement. Et puis, mais il y a une grosse part de personnalité qui fait que je suis sensible. Donc forcément, j'étais attirée par ces métiers-là, qui demandent beaucoup de création. Et certes, le CAP cinétique, j'y suis arrivée, j'avais aucune connaissance. J'étais avec une classe, ils avaient tous soit 15 ans, moi j'avais 19 ans, 20 ans, j'allais sur ma vingtaine, donc j'étais un peu la grande sœur, mais bon. Mais ça fait que cette résilience, parce que j'ai choisi de faire un bac et de redescendre dans un CAP, cette résilience m'a appris beaucoup de choses. Il ne faut pas lâcher. C'est pas parce que tu fais pas un parcours comme les autres que forcément tu n'as pas les capacités pour. Donc, et je le vois maintenant dans ma classe en master. Ils sont plus jeunes que moi, certes, mais derrière, j'ai fait énormément de choses. Donc, c'est ça qui est riche, en tout cas. Oui, je trouve que c'est intéressant cette idée que tu as mis en avant, c'est de dire que faut pas avoir peur, parfois de faire un pas entre guillemets de recul, qui est juste un recul sur l'âge et en fait c'est rien. Enfin, quand on a 18 ans, on a l'impression que perdre un an, c'est grave. Si c'est pour faire ce qu'on veut faire et pour redonner du sens, retrouver confiance en soi, c'est rien, non. Et je trouve que c'est très bien que tu le mettes en avant et que tu montres que finalement, on peut arriver. Parce que c'est ça que j'aime aussi dans ton parcours, c'est que finalement, tu pars avec l'idée que peut-être les études supérieures, c'est pas tant fait pour toi, parce que les profs t'ont peut-être mis en tête ça. Et aujourd'hui, tu viens d'intégrer un master. Donc, tu te diriges vers un diplôme Bac+5, ce qui n'était peut-être pas du tout envisagé au tout début. Que l'éducation nationale t'a fait comprendre que c'était peut-être pas fait pour toi. Et ça, je trouve que là, on est clairement dans la résilience. C'est vraiment de se dire, je crois en moi, j'apprends de tout ce que j'ai à apprendre et pas après pas. Finalement, tu as évolué, tu as fait des petits virages. Donc, à un moment, tu nous as parlé de ton BTS RH. Est-ce que tu peux nous en parler de ce petit virage? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que peut-être qu'il y a des choses de ce BTS qui aujourd'hui te servent aussi. Eh bien, on pourrait dire des notions RH, parce que la Poste, s'ils m'ont recruté, c'est aussi parce que je travaillais dans ce secteur-là. Et en communication interne, ils voulaient un communicant qui était rallié au pôle RH. Donc là, c'était intéressant pour eux de savoir le milieu, en tout cas, la vie autour de ce pôle. Mais je pense que ce qui m'a le plus apporté, c'est que là, j'ai vraiment écouté ce que je voulais dans la vie. Et je me suis dit, non, je ne veux surtout pas faire ce métier. Et je suis partie direct en design, en communication. Okay. Donc, je ne vais pas oublier ce diplôme parce que je sais faire un bulletin de salaire et ça, c'est génial. Donc, s'il y a des questions, mon compagnon me demande, il n'y a pas de souci. J'ai aussi des notions de recrutement. Donc, pour un entretien, c'est intéressant d'avoir travaillé mon éloquence, ma parole,
et aussi la présentation. Donc ça, je ne regrette pas du tout. C'est super important. Je ne pourrais pas dire que j'ai perdu 1 an et demi, même si ma personnalité s'est beaucoup éteinte. La liste d'aujourd'hui à la liste d'avant, c'était pas du tout la même. J'étais pas du tout solaire quand je travaillais avec eux et j'étais renfermée envers moi-même parce qu'au final, il n'y avait aucune créativité, il n'y avait rien, je faisais rien. Mais on va revenir à la résilience, c'est le fait que j'ai tenu le coup, j'ai eu mon diplôme, je suis allée au rattrapage, mais je voulais ce diplôme. Donc, sachant que les examens se faisaient à Paris, donc il fallait que je demande un congé à la poste, alors que j'étais en bachelor, pour que j'aille à Paris. Pour faire mes rattrapages, ils ont accepté, super gentil. Donc, je l'ai eu au bout de la 2e fois, et je pense que c'est... on ne peut pas dire que je ne manque pas de, Oui. de peps, parce que j'étais toute seule et je partais pour une semaine. J'avais mes oraux, mes écrits, donc voilà. Ok. Non, franchement, j'en tire un très bon souvenir parce que je me suis battue. Franchement, je me suis battue pour ce diplôme. Et, Belle détermination, ça c'est sûr. ah oui, oui, oui. Bah là, je pense que c'est même les meilleurs apprentis de France. Je préfère le fait que j'ai eu mon BTS RH parce que je me suis battue alors que j'avais même pas les capacités pour parfois. Donc, ouais. Non, Tiens, en parlant des meilleurs apprentis de France, parce que ça, c'est quand même une chouette expérience, je pense. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? C'était au sein de quel diplôme? Parce que j'ai vu que tu avais fait un brevet des métiers d'art. Est-ce que c'était à ce moment-là? Ok. Et c'était pendant le CAP. d'accord. Ok. 2e année de CAP. Ok. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans cette expérience? Parce que c'est pas obligatoire. Je pense que c'est plus toi. En fait, on est sélectionné dans l'école, les Mhm. candidats, et ils nous ont proposé à certains. Donc là, je me suis dit, ce serait super intéressant de le faire. Parce que c'est pas rien, les meilleurs apprentis de France. Donc, et puis là, c'était quelque chose que j'aimais parce que la signalétique, c'est pas que poser des enseignes, c'est pas la signalétique routière. Là, c'est la signalétique de marque, d'entreprise. Et là, on devait mixer 3 modes d'impression. Et donc, il y avait la peinture, l'adhésif et l'impression en image. Et tout ça sur un grand format de panneau, 1 m par 70, ce qui n'est pas petit. Et après, on devait faire attention à bien respecter le cahier de charge, etc. Mais en expérience, ça s'est super bien passé parce qu'on était tous ensemble, on rigolait bien. On avait notre formatrice qui nous guidait. Donc, pas de pression. On était à l'école, c'était pas au sein d'un cadre spécifique. On avait un dossier à rendre à la fin pour expliquer quel procédé, pourquoi on a fait ça, ça, ça. On avait quelques questions aussi théoriques. Donc, non, je pense que c'est. Moi, je dis aux autres alternants, s'il y a un concours à faire, il faut le faire. Hein, parce que même si on échoue, au moins, on aura fait. Puis, il ne faut pas regretter à la fin. Quoi. Ouais. Et puis, ça, en fait, ça apporte aussi, ça amène à se challenger, à sortir peut-être de ta zone de confort sur des choses que tu n'aurais pas tentées ou que tu n'aurais pas expérimentées autrement. Donc, je trouve que c'est une chouette expérience. Ouais. Ouais, ouais. Non. Tu nous as parlé l'année dernière, quand tu étais en bachelor, d'un concours où tu es parti au Grand Rex, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce concours? En quoi ça consistait? Est-ce que toi-même tu concourais ou tu étais plus là en observatrice? Moi-même, je concourais. Donc, ça a commencé avec un petit flash info à la Poste, parce qu'ils sont en partenariat avec le concours Je filme mon métier. Et donc, j'ai demandé à mon tuteur, est-ce que ça te tenterait qu'on le fasse? Donc, lui, il supervisait. Il m'aidait à prendre les rushs dans l'enceinte de l'entreprise. Et ensuite, c'est moi qui a fait tout le montage vidéo. Donc, c'est un film de 3 minutes max. Et donc, on présente son métier.
et en l'occurrence, le métier de la communication à l'époque. Donc, c'est assez, comment dire, c'est assez cinématographique, ce que je voulais retranscrire. Il y a beaucoup d'émotions. Et à la fin, je précise bien aux alternants, foncez, n'ayez pas peur. Donc là, en la rigueur, c'était la communication. La communication, c'est un challenge, mais c'est aussi beaucoup d'ouverture qui évolue chaque année. Donc, j'ai voulu le retranscrire comme ça. On a une petite larme qui peut couler à la fin. Mais il me tient très à cœur ce film, parce que c'était le tout premier film que j'ai fait de ma vie. En tout cas, dans un contexte hors personnel. Et donc, j'ai été sélectionnée. Donc, plus de 17 000 participants. J'ai été sélectionnée parmi 1000 nominés. Donc, on était convoqués ensuite au Grand Rex le 28 mai de cette année. On y allait à Paris avec mon tuteur et ma responsable. C'était un peu stressant d'ailleurs. Et du coup, j'ai gagné le clap de bronze. Donc, j'étais très contente. Je ne pensais pas que ça allait passer, mais rien que de voir Anne Roumanoff, qui est la présidente du jury, on a vu des acteurs, je ne me rappelle plus le nom, c'est dommage. Mais en tout cas, mon film est disponible sur leur site qui s'appelle Une passion sans frontières, parce que j'explique bien que je viens de la signalétique. Donc je passe de la communication traditionnelle à la communication digitale, mais la passion n'a jamais changé. Donc j'explique bien pendant mon film, et voilà. Mais je le mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller le voir. En tout cas, moi, j'irai regarder. Je suis curieuse. Pourquoi avoir choisi de faire un master, de poursuivre tes études au-delà du bachelor? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Eh bien, déjà, je voulais finir mes études et je me suis dit pourquoi s'arrêter à un bac+3? Tout simplement. Je me suis dit, déjà, j'ai eu une réflexion quand j'étais en BTS, non, quand j'étais en brevet des métiers des arts, pardon, que j'allais jamais réussir mon BTS. Donc là, je l'ai eu. Ensuite, j'ai eu mon bachelor et là, je me suis dit, je vais foncer, je vais faire jusqu'au master. Au moins, je vais rien regretter, j'aurai fini mes études en beauté. Et pourquoi direction artistique? Parce que quand j'ai fait mes examens, j'ai fini mes examens en bachelor, on a dit que toute la technique, la technicité, la créativité était acquise, mais il pourrait manquer des petits apports en stratégie, de gestion, parce qu'en fait, en dernière année de bachelor, on doit présenter un projet de start-up et le défendre. Donc, le jury était très content, mais ça aurait été intéressant de poursuivre pour étoffer ses compétences. Et vu que moi, je suis une éponge qui absorbe tout, je me suis dit, le master, c'est la suite logique. Et en plus, master, direction artistique. Donc, j'y suis allée. Tête baissée, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, je vais finir mes études peut-être à 27 ans, mais au moins j'aurais tout fait dans la vie. J'aurais fait un CAP, un brevet, un bac, un BTS, un bachelor. Bon, on s'arrête là. Mais au moins, j'aurais tout fait et je regretterais rien à la fin. J'aurais un packaging à proposer, plusieurs casquettes et là, c'est plus une casquette manager au final, plus de la gestion de projet. Et c'est vrai que pour être responsable, ça peut être intéressant d'avoir un master, mais aussi pour former des personnes. Parce que pour former des personnes, soit on passe un concours à l'éducation nationale, soit il faut un master. Et moi, mon projet futur, c'est, certes, je vais travailler après mon master et attendre quelques années, mais je souhaite former des personnes dans une école. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur, de transmettre mes connaissances et surtout ma passion. Et dans mon film, justement, on le sent. J'ai envie de transmettre cette passion. Donc, voilà aussi pourquoi je fais ce master. Ok, au top. J'allais te poser justement la question, comment tu te vois dans le futur? Tu y as répondu.
Est-ce qu'au cours de tes études, parce que du coup, moi j'ai quand même une petite casquette formatrice en méthodologie, est-ce que dans tes études, tu as mis en place des méthodes de travail qui te sont utiles de plus en plus aujourd'hui, une manière de t'organiser? Est-ce que c'est des choses que tu as acquises? Oui, oui. Quand j'ai travaillé avec La Poste, on m'a expliqué deux, trois astuces, notamment le diagramme de Gantt, qui est très pratique en design, qui est le principe d'un calendrier chronologique avec toutes les missions répertoriées et ensuite avec les étapes par jour. Donc, qui te fait avoir une vision globale assez large. Donc ça, je l'utilise très très souvent parce que ce soit au travail ou à l'école, on a des projets très chronophages. Donc ça m'aide. Bah voilà, je me dis je suis en avance. On est que le 10 novembre. Je suis rendue à telle étape. Donc là, je fais juste du benchmark. Ok. Sinon, j'ai je sais plus comment elle s'appelle. C'est une petite sonnerie. C'est un site web en fait. Tomato, je ne sais plus quoi, comme un œuf qu'on met pour la cuisine. Ouais. Voilà, Pomodoro, exactement. Et ça, je l'utilise alors tout le temps. Pour savoir, généralement, je le mets à 20 minutes où je travaille assez intensive. Et ensuite, je fais une petite pause de 5 minutes, je décolle avec mes yeux, je regarde ailleurs, ou alors je prends un livre, parce que j'ai généralement un livre avec moi, au travail ou à l'école. Et j'essaie de décrocher, ou juste boire un coup. Et ensuite, je renchaîne 20 minutes. Et si je fais plus de 20 minutes, bah là, j'élargis mon temps de pause. Donc, toutes les 20 minutes, c'est 5 minutes de plus, etc. Donc ça m'aide aussi. Après, je suis assez... comment dire j'anticipe les choses. C'est-à-dire que moi, je veux toujours finir un projet une semaine en avance pour être sûr. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est de tout faire la journée et quand on rentre chez toi, c'est fini. Parce que c'est jamais bon quand on mélange vie perso avec professionnel ou à l'école. Même si j'en doute pas, à l'école, on est obligé de s'étaler sur la vie perso. Mais moi, j'ai tendance à bien travailler la journée. Ça m'arrive même, c'est une mauvaise habitude. Le temps de pause du midi, je fais quelques trucs et au moins quand je rentre chez moi, je suis tranquille, je peux souffler. Même si je dois travailler, je rentre à 17h, voire 18h, je me donne qu'une heure. Le but, c'est pas non plus de cramer tous nos neurones, c'est d'y aller doucement et de le faire surtout pas au dernier moment, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, je pense qu'ils le font. Moi, je finis mes projets, je fais en sorte au moins une semaine en avance, comme ça je suis tranquille. Donc voilà. Ok, hyper intéressant. Oui, effectivement. Alors, le côté rétro-planning, c'est quelque chose d'intéressant. Le diagramme de Gantt dont tu as parlé, effectivement, de partir déjà de la date à laquelle on doit le rendre et de voir le temps qu'on a pour réaliser les choses. Et ça marche aussi pour réviser ses évaluations, hein, parce que finalement, quand vous savez que vous avez vos partiels dans 4 semaines, que vous avez 40 cours à réviser, de savoir si ça va passer, combien de temps par jour il faut travailler, bah, ça permet de ne pas se retrouver la dernière semaine en se disant « Ah là là, c'est l'arrache, il faut que je le fasse, etc. » et de le faire passer en force au risque de se dégoûter et au risque d'avoir en plus des mauvaises notes derrière. Donc, ça n'a pas forcément de sens. La méthode Pomodoro, moi, c'est une méthode que je conseille régulièrement aux élèves parce que j'aime beaucoup l'idée de travailler en monotâche, de se dire « Je suis bien concentrée sur ce que je fais. Je relève la tête, je fais une pause. » Et la pause va vraiment permettre d'aérer l'esprit. Et je pense que c'est quelque chose que tu cultives encore plus dans la créativité où effectivement, c'est pas possible de travailler pendant 4 heures non-stop. À un moment, en fait, le cerveau, il a juste besoin de relever la tête, de respirer, de faire autre chose. Parce que c'est aussi ça, être créatif, c'est finalement laisser son esprit explorer autre chose. Et en fait, si on est trop focus, on permet pas ça. Donc, je pense qu'effectivement, ça s'applique tout à fait. Et le fait, effectivement, comme tu disais, de prendre de l'avance, de ne pas faire tout à l'arrache. Et surtout, et ça, c'est un conseil que moi, je donne aux élèves régulièrement, c'est de dire si vous avez du mal à travailler à la maison, si vous associez la maison à je chill ou je fais des trucs pour moi, parfois, il vaut mieux rester une demi-heure de plus à l'école
se dire que quand on quitte l'école, c'est fait, et que la journée, en fait, elle est terminée et qu'on peut enfin profiter. Et ça, je trouve que c'est bien que tu t'autorises ce genre de représentation parce qu'on a parfois tendance à trop grignoter sur son temps perso. Et c'est ce qui fait qu'on prend plus de plaisir aussi dans ses études, quelque part. Hein. Oui, tout à fait. Ok, super. Tu nous as parlé un moment d'un foyer pour jeunes travailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton expérience? Combien de temps tu es resté là-bas? Comment ça s'est, enfin, qui peut y aller? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors, ce foyer de jeunes travailleurs, j'y suis restée 2 ans et demi, donc le temps de mon CAP. Et comme son intitulé le dit, c'est tous les jeunes, donc à partir de 16 ans, avec un contrat de travail, bien entendu. Et il y a des aides qui sont proposées. Donc, il y a une aide pour faire le dossier pour les APL, donc le foyer le fait avec toi. Et ça, c'était super intéressant. Donc, moi, au début, j'avais une chambre de 8 mètres carrés. J'avais ma salle de bain personnelle, mon petit coin pour mettre mon micro-ondes, mais on avait une cuisine collective au rez-de-chaussée, avec plusieurs infrastructures comme des salles de convivialité où on peut se poser pour faire des jeux de société. On avait un CF, on avait une garde de nuit. Il y a quelqu'un qui restait en 24/7, donc ça c'était super. Et donc oui, j'étais la seule jeune de mon étage, en tout cas à 19 ans, parce que tous les autres avaient plus de 22, plus de 24 des fois. Et c'était challengeant parce que je suis sortie, j'avais 18 ans. J'arrive dans un univers où je suis vraiment toute seule, 9 mètres carrés, 8 mètres carrés, pardon. Et en plus, c'était pendant la période Covid. Donc, quand il y a eu cette période Covid, j'ai pu avoir une autorisation pour rentrer chez mes parents parce que c'était assez dur de rester toute seule dedans. Mais non, c'est à l'échelle de tous les jeunes. Si on a un contrat de travail, on peut y aller. S'il y a de la place, bien entendu, parce qu'on peut être sur liste d'attente. Moi, j'ai eu ma réponse pour mon entreprise à Angers, alors que j'avais mon école qui était située à Nantes, au mois d'août. Et j'ai fait la demande très vite, en fait, dès que j'avais mon contrat dans les mains. J'ai eu mon logement en octobre. Donc, c'est pour ça que je me levais à 5 h du matin et je faisais les allers-retours. Je rentrais chez moi, il était 19 h. Donc, 19 h, 20 h. Et rebelote le lendemain. Donc, mais après, j'ai migré dans un studio. J'avais fait la demande au bout d'un an pour être dans un studio de 20 mètres carrés. Là, mon compagnon m'a rejoint, parce que lui, il était du Sud. Donc, il m'a rejoint dedans. On est resté 1 mois et après, on est parti pour avoir notre premier appartement. Donc là j'avais 20-21. Et voilà. Donc, le studio, c'était un peu plus d'indépendance. On sortait du cadre où il y a l'accueil avec le gardien. Voilà, on était dans un autre bâtiment. Mais c'était un premier aperçu de la vie active au final en étant voilà, un jeune indépendant avec son travail. Et je trouve que c'était une bonne expérience pour moi parce que ça m'a appris très vite à être indépendante. Donc je pense que faire l'alternance, c'est ce que je proposerais à tous les étudiants pour pouvoir ensuite avoir un logement rapidement. Parce que je peux comprendre que les études initiales, voilà, on fait une licence pour être avocat, il faut payer son appartement, il faut travailler dans un supermarché à la fin, ça peut être compliqué, et il n'y a pas de l'alternance partout. Mais en tout cas, ce foyer de jeunes travailleurs, ça fait un gros développement sur soi-même. Et puis, moi, j'étais une des seules de la famille à avoir fait ça au final, à être partie loin pour faire ce cheminement. Donc, oui, j'encourage. Dès que je vois un étudiant qui est chez lui, je dis, chez ses parents, je dis pourquoi tu sais pas, il faut être le travailleur. Tu as un salaire d'alternant, tu touches plus de 900, voire 600, bah, c'est pas grave. Tu touches 300 €, bah, c'est pas grave. Tu as les APL, tu peux avoir un studio de 20 mètres carrés. Tu restes 1 an, voilà, c'est pas non plus beaucoup dans ta vie, mais au moins tu peux mettre des sous de côté parce que
Moi, ce que je payais, c'était même pas 100 € de loyer et 10 € d'électricité et de chauffage. Donc, au final, c'était pas grand-chose et j'avais mon espace à moi. Tu es partie de chez tes parents par obligation ou c'est parce que tu voulais partir? Je dirais un peu les deux. Bon, obligation parce que je voulais faire mes études, ça c'est sûr. Et j'avais pas le choix parce que mon travail était dans une autre ville. Ok. Mais si j'avais pu le faire sur Nantes, je serais restée potentiellement chez mes parents. Mais après, voilà, moi j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, ah, je dois partir. Ok, bon, bah j'y vais. Hein. Ça n'a pas été un frein pour toi en tous les cas? Ah non, du tout, non. Non, je suis partie. Bah, c'était dur au début parce que j'avais pas de revenus. Donc c'est mes parents qui m'avançaient et leur situation ne leur permettait pas de faire des extras. Donc dès que j'avais mon salaire, je leur donnais tout. Mais ça m'a maintenant que je prends du recul, ça m'a pas du tout posé problème de me lever à 5 h du matin pour prendre mon train à 6 h et rentrer à 20 h chez moi. Et j'ai fait ça pendant 2 mois, puis ensuite je l'ai refait quand j'habitais à Angers, pendant mon brevet des métiers des arts. J'ai fait ça pendant toutes mes années de brevet des métiers des arts, au final, 2 ans. Donc on habitait à côté on était dans le centre-ville d'Angers. J'avais 5 minutes en vélo, parce que je prenais mon vélo, j'allais dans le train, et après, depuis Gare de Nantes, voilà, j'allais sur les machines de l'île, sur l'île de Nantes, j'avais 10 minutes à peine à pédaler. Et maintenant que j'y repense, ça m'a jamais perturbé, parce qu'au final, le prorata de temps, c'est même pas 40 minutes. Donc c'est l'équivalent de faire l'extrémité de Nantes jusqu'à, admettons, chez mes parents. Donc Ok. voilà. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu mangeais des livres. Oui. Alors là, ça va être plus ma curiosité, parce que moi, je suis aussi une passionnée de lecture. Qu'est-ce Ok. que tu recommanderais comme livre à lire si on veut? Alors, est-ce que ce sont des livres tout genre, ou est-ce que tu as vraiment des types de livres que tu préfères, je sais pas, les romans fantasy, les polars, des choses comme ça? J'aime beaucoup tout ce qui touche à comment dire, la psychologie, les thrillers policiers. Donc c'est un peu paradoxal, sachant ma personnalité. On pourrait penser que je suis quelqu'un même si je suis solaire, très fleurie, moi j'aime beaucoup lire des choses qui sont assez dures moralement. Je pense que c'est parce que j'aime beaucoup cet aspect de comment dire, d'écrire en fait ce qui se passe dans la psychologie d'un meurtrier, admettons. Donc là, on est sur des livres assez durs. J'aime beaucoup tout ce qui est fantasy. Fantasy, romance, mais il ne faut pas trop que ça soit à l'eau de rose. Sinon, ça devient trop ennuyant pour moi. Là, je suis sur Frankenstein. Il y a le film qui est sorti sur Netflix, et du coup, j'ai voulu me le refaire. Je suis allée sur Paris, j'ai acheté l'édition originale de Fantôme de l'Opéra, en version VO originale. Ça, c'est pareil, c'est juste parce que j'adore le Fantôme de l'Opéra avec Christie. Il y a de la romance, certes, mais il y a le côté aussi très mystérieux des meurtres qui se passent pendant une période assez intéressante. Et donc voilà. Et en fait, je voulais venir à cette question parce que est-ce que ta créativité, tu la tires des livres? Donc, où est-ce que tu vas chercher toutes tes idées, toute l'inspiration que tu as pour réaliser ce que tu fais? Eh bien, pour l'école et le domaine professionnel, là on partirait sur des benchmarks, en fait, qui est une analyse du marché. Donc là, après, ma créativité, elle va se développer au fur et à mesure de ce que j'ai trouvé. Je vais me dire, ah bah tiens, les logos informatiques. Globalement, on voit que des couleurs bleues reviennent à chaque fois. C'est très linéaire, c'est très droit. Bah moi, en tant que créative, je vais me dire, ah, il y a un petit truc marketing à faire là. Pourquoi pas mettre des couleurs jaunes pour sortir du lot? Ça pourrait symboliser la chaleur. Ça pourrait symboliser, voilà,
La confiance. Venez me demander votre projet. Moi, je le code en toute sincérité, en toute voilà, et donc pour ce secteur-là, c'est plutôt comme ça qu'elle sort, au fur et à mesure que je trouve des solutions à droite et à gauche. Après, dans la vie perso, c'est selon comment je suis. Donc là, j'ai fait un format A3 d'un personnage de jeu vidéo, parce que je joue beaucoup, et qui est un peu le cliché de la dramaturgie, parce que c'est un personnage ou même de la romance, parce qu'il est accablé par ce qu'il a vécu. Et moi, je suis assez, comment dire, tragique comme ça. J'aime bien dessiner comme ça. Et donc, oui, je pense que c'est selon ce que je fais comme hobby à la maison. Et quand c'est dans le domaine professionnel à l'école, là, c'est un peu plus technique. C'est selon comment va avancer mon analyse marketing. Ok, super. Après, À un moment, tu nous as parlé du soutien de ta maman. oui. Comment les parents, comment tes parents t'ont soutenu, t'ont aidé, et comment des parents peuvent aider quelqu'un qui, comme toi, aurait un parcours finalement pas linéaire? Qu'est-ce que des parents peuvent faire dans des situations comme ça? Eh bien, ma mère, elle a toujours joué un rôle déterminant. Et si on peut généraliser ça, les parents sont un rôle déterminant dans la construction d'un jeune, surtout pour les enfants qui ne rentrent pas dans les cases. Et moi, j'étais le cliché, le bon cliché d'ailleurs. Donc, elle m'a toujours encouragée, même si c'était dur au début, parce qu'elle se posait des questions, pourquoi j'avais ces notes-là. Ça peut être aussi dur pour le parent, parce qu'il se pose des questions, est-ce que ça se passe bien à l'école? Est-ce que le format correspond? Ou alors est-ce que c'est à la maison? On se pose toujours des questions parce qu'on a envie de protéger son enfant. Mais soutenir. Et un jeune qui ne rentre pas dans le moule, ça demande plus de courage et surtout de confiance en soi, parce que ça veut dire sortir d'un cadre qui a déjà été fixé. Et c'est souvent là que tout se joue. Donc, ce dont je pense, là je parle à titre personnel, ce dont un étudiant aurait besoin, c'est pas constamment d'être évalué, c'est d'être accompagné. Et donc, les parents, ils peuvent aider en valorisant les passions. Et ça, ma mère, elle a fait dès le début. Donc, comme j'avais dit, à chaque Noël, à chaque anniversaire, à m'acheter des crayons, à m'acheter des livres. Mon beau-père également, il m'achetait beaucoup de livres. J'ai une bibliothèque qui est derrière moi, qui est remplie. Donc ça, franchement, gros point là-dessus. Valoriser les passions, même si elles ne rapportent rien immédiatement. Laisser de la place pour expérimenter, tester, se tromper. On est tous humains, on est là pour échouer, on est là pour se dire, bon, bah, c'est pas grave, on va recommencer. Mais c'est le but de la vie. Reconnaissant des efforts. Il faut aussi voir que l'enfant, son but ultime, c'est de plaire aux parents. Malheureusement, c'est comme ça à chaque fois. Et du coup, il faut être reconnaissant, pas que des résultats. Encourager la curiosité. Donc, l'exploration, la différence. La différence, ça peut être une grosse force. Et moi, je le vois aujourd'hui, je suis très différente de mes copains à l'école, mais j'ai ma méthodologie et j'excelle maintenant. Voilà, je fais du freelance depuis chez moi. Je travaille peut-être sur mes pauses du midi. Eux, ils vont aller manger, prendre un café, mais moi, je suis en train de pianoter. Mais au moins, je suis sûre que dans 2 ans, je vais sortir de master. Bah, j'aurai des clients. Potentiellement, j'aurai pas de chômage. Je croise les doigts. Mais voilà. Quand un parent, je pense, il encourage la persévérance plutôt que la performance instantanée, bah, ça participe directement le développement d'un talent. Donc, soutenir un enfant, qui ne suit pas un parcours classique, c'est lui permettre de devenir quelqu'un qui se connaît, qui s'écoute et qui trouve sa voie. C'est ça le principal. Trouver sa voie et s'écouter. Moi, je le dis même à mon frère et à ma sœur qui ont plus de 30 ans. Et je trouve ça dommage que maintenant,
il reste dans une case, en fait. Surtout moi, en étant la petite sœur qui a réussi à se battre pour trouver sa voie. Donc, honnêtement, je ne serais pas arrivée là où j'en suis si je n'avais pas eu un moment des personnes qui ont cru en moi, malgré les apparences. Donc là, il y a aussi mon compagnon qui m'a suivi dès le début, puisqu'il était déjà en CDI quand on s'est rencontrés. Donc là, ça fait des années qu'on est ensemble et qu'il est toujours là, un gros pilier, qui me permet de me tromper et de faire mes études à côté. Donc, je ne vais pas dire que je râle pas quand je rentre. Voilà, c'est aussi dur pour moi de sortir des projets, des mémoires de 50 pages. Mais c'est vrai qu'avoir des personnes qui croient en toi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et enfin, je dirais, la comparaison, c'est inutile. Je suis d'une famille, on est 8 enfants. Famille recomposée. Ah oui, j'allais dire, mais tu me parlais que de... Oui. Ok. Donc, qui dit beaucoup d'enfants, qui dit forcément un œil qui va comparer l'autre avec qui. Donc, ça, il ne faut jamais le faire, jamais. C'est chacun avance à son rythme, avec ses forces. Mais l'important, c'est surtout de croire en soi et de ne pas regarder les autres. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Bah, c'est bien. Bravo. Peut-être une dernière question. Si tu devais la possibilité de recommencer, est-ce que tu ferais les choses différemment et si oui, quoi? Je pense très sérieusement que ce serait la confiance bien plus tôt. Parce que quand je suis arrivée en CAP, j'étais assez fébrile et je ne croyais pas en mes capacités. Donc, je pense que je n'attendrai pas que quelqu'un d'autre me confirme que j'en suis capable. Et je comprendrais plutôt que la réussite, ce n'est pas un privilège réservé aux personnes qui ont forcément du talent directement. Je travaillerai sur mes projets personnels dès le début. J'oserais expérimenter, j'oserais échouer, j'oserais me montrer. Parce qu'au début, j'étais assez effacée vis-à-vis de ma famille, vu qu'eux, ils sont un peu plus âgés, donc ils ont de l'avance au niveau du parcours professionnel. Donc je participerai à des concours plus tôt, parce que ces expériences m'ont transformé, mine de rien. Elles m'ont appris la rigueur, l'audace, la confrontation, qui est très dure, parce que je suis quelqu'un, mine de rien, qui est assez réservé. Et confronter des idées, c'est très dur. Donc, elles m'ont donné une reconnaissance qui a compté dans ma construction, au final, d'identité. Et surtout, je ne laisserai personne définir mes capacités à ma place. Donc, parce qu'aujourd'hui, je suis accomplie dans mon domaine, certes. Je suis passionnée, alignée avec ce que j'aime. Et j'aime bien le crier sur tous les toits. Quand quelqu'un essaie de me rediriger ailleurs, en tout cas. Donc, et tout ça, je l'ai gagné en avançant. Donc, un peu tard, mais au moins, il y a une citation qui dit « vaut mieux tard que jamais ». Donc, la persévérance, même quand personne ne m'attendait pas derrière un master depuis le bac général. Super. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que éventuellement tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, un mot que tu voudrais laisser pour les étudiants qui veulent faire peut-être des études comme les tiennes? Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais leur dire? Je pense, ouais, même dans mon film, ce serait un bon conseil pour eux aussi. Le premier conseil que je donnerais, c'est n'abandonnez jamais vos passions, parce que l'école vous dit que vous n'êtes, parce que l'école ne vous dit pas que vous êtes assez, en fait. Même si l'école mesure une forme d'intelligence, mais pas toute. Parce que moi, j'ai un profil cognitif différent. Et si vous avez une passion pour l'image, la narration, le design, la création, foncez, suivez-la. Même si ça prend du temps, même si autour de vous, on ne comprend pas, même si on vous dit que c'est pas un vrai métier le design. C'est grâce à nous qu'on arrive à vous vendre des trucs. Donc ensuite, être actif. C'est dur à dire, mais il faut se bouger des fois. Il faut se bouger, il faut sortir de son canapé, aller voir des conventions,
je sais pas, aller au musée si vous êtes créatif, je sais pas, je vais aller au 24 heures du Mans parce que je suis intéressée pour prendre des photos et faire éventuellement toute une série que je pourrais sortir. Chaque projet personnel, pardon, vous apprend quelque chose au final. Donc, comment vous pensez, comment vous composez, vous ressentez, vous racontez les choses. Donc, et surtout, accepter les feedbacks. Les feedbacks, c'est pas un jugement, c'est un outil justement. Donc, grâce à lui, on devient bon. Le talent, c'est bien, mais la progression, c'est encore mieux. Et donc, il faut être persévérant. Le développement de soi, ça se fait pas tout de suite. Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, la patience et un peu d'obstination. Il ne faut pas être parfait, il faut juste avancer. Oui, et puis il y a rarement des gens qui sont talentueux de manière innée, hein. Le talent, c'est du travail. Des gens comme Mozart, comme tous les grands sportifs, ce sont des gens qui travaillent de nombreuses heures, hein. On devient expert et talentueux dans son art ou dans sa passion parce qu'on pratique tous les jours, qu'on est persévérant, effectivement, qu'on relève la tête, qu'on accepte les feedbacks comme des opportunités de progresser et pas comme il m'a dit que c'était nul, donc j'arrête. Et ça, c'est un état d'esprit, en fait, hein. C'est vraiment de se dire comment je peux faire mieux la fois d'après et accepter que tout est perfectible, en fait. Je pense que ça, c'est important. Même si on y a mis du cœur, même si on y a mis du temps, même si on s'est arraché sur un projet parce qu'on s'est dit que c'était le meilleur possible, il y a toujours moyen de faire mieux, en fait. Et quand on a l'état d'esprit qui va dans ce sens, c'est comme ça qu'effectivement, on devient meilleur et qu'on devient expert dans son domaine, qu'on devient limite incontournable peut-être à un moment parce qu'on a une vision particulière. Et c'est ça aussi qui est intéressant et que tu laisses entendre, c'est d'arriver à cultiver sa différence. Parce que c'est ça qui va permettre aux yeux des recruteurs et aux yeux du monde de ressortir du lot. On est tous différents, sauf que ça ne se voit pas d'un coup d'un seul. Et qu'est-ce qui fait ma différence? Qu'est-ce qui fait ma sensibilité? Qu'est-ce qui va faire que les gens vont travailler avec moi plus qu'avec d'autres? Et ça, tu l'as bien exprimé, effectivement. Il ne faut pas en avoir honte. Faut même plutôt le mettre en avant parce que c'est ce qui va faire que les gens vont se souvenir de nous, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lise. Si des parents ou des élèves veulent te contacter, est-ce que tu préfères qu'ils te contactent sur LinkedIn ou plutôt sur Instagram, si tu as un compte Insta? Ce serait plus sur LinkedIn. Ok. Ouais. Eh ben, je mettrai le lien du coup de ton compte Ça sur marche. LinkedIn. Je partagerai également le lien vers ta vidéo. Et si tu as des choses que tu veux partager, n'hésite pas. Je les rajouterai. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Laurine. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.